En deuxième partie, donc je vous convie à un voyage de l'autre côté de l'Atlantique, donc avec Nicolas Chéniaud-Delage, Yves Dupuis, Farida Ben Slimane et André Jadoul, avec qui je compte travailler évidemment en collaboration avec Marc Thomas et Louise Grenier, présentés plus tôt, qui sont coordonnateurs du réseau des délégués sociaux pour la grande région du Montréal métropolitain au cours des années à venir. Je pourrais vous en parler de façon plus précise vers la fin de l'atelier. Mais déjà, pour vous mettre en bouche, ma collègue et moi, depuis 2013 déjà, on s'est attardé par la voie de groupes de discussion, des entretiens aussi semi-dirigés auprès d'une cinquantaine de délégués sociaux. On s'est penché sur les modes d'intervention. Qu'est-ce qu'ils faisaient dans les milieux de travail? Quelles étaient les problématiques de ne pas rencontrer? Comment intervenaient-ils? Et quels étaient les défis auxquels ils faisaient face dans leurs interventions quotidiennes? J'en ai glissé un mot en fin de clôture dans l'atelier précédent, mais nous, on soupçonnait d'ores et déjà qu'ils feraient face à des défis, notamment auprès des employeurs, parce que vous savez qu'il y a plusieurs employeurs qui mettent sur pied un programme d'aide aux employés. Donc, on se disait qu'ils devraient normalement avoir des zones de résistance collective éprouvées par rapport aux employeurs. Dans certains cas de figure, oui. Certains employeurs le voyaient comme un service concurrentiel, donc ils se posaient en concurrence carrément dans certains cas de figure à la direction des ressources humaines. Dans d'autres cas, non. On a eu des zones de collaboration qui étaient inattendues. Des zones de résistance aussi individuelles par rapport aux membres qui estimaient ce genre de réseau d'entraide de pairs entre les pairs, donc qui exercent des fonctions de sentinelle en milieu de travail comme un service pour les faibles. Ce pourquoi ils n'avaient pas à contribuer par la voie de leur cotisation syndicale. On a entendu de tout. On a eu des gens qui voyaient la plus-value. Par contre, justement, à l'instar de ce que vous avez présenté, Marc et Paul et Mario, pardon, la grande importance d'avoir des gens qui sont au fait des réalités des milieux de travail, c'est pas une firme externe qui a son bureau à l'extérieur de l'usine ou de l'emplacement de l'établissement, mais des gens qui savent, qui connaissent dans leur trip, si vous me permettez l'expression, les problématiques qui se posent dans les milieux de travail et donc qui peuvent être plus en mesure de vous comprendre, de saisir l'envergure du mal qui vous habite et de vous référencer, donc de vous envoyer vers la personne qui va sans doute être le professionnel le plus en mesure de vous aider. Mais aussi, on a rencontré, et ça nous a d'autant plus étonné, des zones de résistance collective qui se rapportaient au sein des instances syndicales. Donc, des instances syndicales qui, pour des raisons multiples, ne voyaient pas la pertinence d'agir syndicalement au chapitre de la santé mentale au travail. Je le dis en aparté, mais je pense que c'est nécessaire. Donc, on connaît qu'est-ce qui se fait au Québec, comment ils interviennent, les défis auxquels ils sont confrontés. Puis là où on s'est questionné lourdement, ma collègue et moi, c'est quant à leur capacité de négocier certainement leur rôle, leur capacité d'intervenir dans les milieux de travail, mais notamment au chapitre de la prévention et de la postvention. Et un premier atelier de discussion des journées thématiques qu'on a organisé en collaboration avec Marc Thomas, Louise Grenier, Nicolas Chéniaud-Delage, André Jadoul et Farida Ben Slimane, plus tôt cet été, donc en début juin, ça a été de faire réfléchir ces gens qui travaillent dans le cadre du réseau des délégués sociaux quant aux difficultés auxquelles ils font face en matière de prévention et de postvention dans les milieux de travail au regard de la santé mentale au travail. Donc, pour nous, l'idée, c'est de croiser les regards, de dire, on est au Québec, en Amérique du Nord, avec une non-reconnaissance des risques psychosociaux comme maladies professionnelles en bonne et due forme dans l'annexe sur la loi sur la santé et sécurité au travail. On est au Québec avec une prise en charge qu'on pourrait qualifier, je pense, sans grande difficulté, éminemment individuelle de ces risques psychosociaux au travail. On est au Québec face, oui, certainement une obligation qui a été formulée comme telle par le législateur dans la loi sur la santé et sécurité au travail, des obligations en matière de prévention. Or, ce qu'on remarque, c'est que la prévention qui s'exerce est souvent qu'autrement, malheureusement, d'ordre tertiaire. Donc, on intervient quand le mal est fait et les travailleurs tombent au combat. Le but du projet de recherche qu'on souhaite mener en collaboration avec des acteurs européens, c'est de dire, bon, croisons nos regards. Qu'est-ce qu'il existe? Quelles sont les capacités d'intervention des acteurs du milieu du travail, notamment syndicaux, mais pas exclusivement, en matière de prévention et de postvention de ces risques psychosociaux au travail, dans des environnements juridiques et institutionnels différents, avec des acteurs qui peuvent intervenir de manière plus ou moins étayée selon ce que les canaux institutionnels leur permettent. Mais déjà, d'ores et déjà, ce que je tiens à vous dire, c'est que les Européens, quand ils écoutent les délégués sociaux parler et voient ce que les gens au Québec font
nonobstant le fait qu'on n'est pas outillé autant qu'eux sur un plan institutionnel et juridique. Ils sont étonnés des capacités d'innovation et des capacités d'intervention néanmoins que les acteurs sont capables de déployer, notamment syndicalement, face à ces problématiques-là. Donc, en d'autres termes, avoir autant d'outils institutionnels, ce n'est pas la panacée. Néanmoins, ça ouvre des possibilités qui sont différentes de celles qu'on connaît. Donc, enrichir les regards par le croisement, justement, des expériences, c'est le but de la tenue de ce deuxième atelier sur ces questions de souffrance au travail. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nicolas Chéniaud-Delage. Son intervention s'intitule « De la réparation des risques professionnels à la préservation de la santé mentale des travailleuses et des travailleurs, de la clinique du travail aux évolutions du droit ». Je vous remercie d'avoir fait le voyage d'aussi loin pour venir nous parler aujourd'hui. Donc, vous avez 20 minutes chacun, donc je vais vous faire un rappel quand il vous restera 5 minutes à peu près. Ok, d'accord. Eh bien, merci tout d'abord. Merci Mélanie de nous avoir conviés ici. Merci aux organisateurs du colloque aussi pour leur accueil. C'est un réel plaisir d'être parmi vous. Venir ici à Montréal, au Québec, est une nouvelle fois pour moi l'occasion de prendre la mesure des changements politiques et sociaux qui ont lieu en ce moment en France. Depuis déjà plus d'un an, nous vivons une transformation en profondeur de notre modèle social et de ses équilibres fondamentaux. Et plus particulièrement, notre système de prévention des risques professionnels ne va pas échapper à la vague annoncée. Et fin août dernier, un rapport a été rendu au Premier ministre qui s'intitulait « Un système simplifié pour une prévention renforcée ». Et je voudrais vous en dire un petit peu quelques mots parce que ça va changer un petit peu tout le paysage, à mon avis, en France. Enfin, ce n'est qu'un rapport, après il reste des choses à faire. Donc on a une réforme qui est envisagée, qui montre un retour en force de l'État, un État qui revient en tant que stratège, qui va coordonner une politique publique de santé au travail, qui va être ancrée sur une idée de prévention. Et le projet central défendu par les acteurs, c'est d'être au plus près des besoins réels des entreprises, c'est-à-dire employeurs et salariés, sur cette question de la prévention. On va avoir un ensemble de structures régionales de santé qui vont être créées avec des objectifs de délivrer un ensemble de services, etc. Tout ça est assez intéressant. Une structure va intégrer également tout particulièrement les risques psychosociaux. Voilà, on pourrait se dire, effectivement, c'est une chose très intéressante. Bon, mais en même temps, il y a un mais dans ce rapport. Il est bien sûr préconisé la simplification de la réglementation. Il est recommandé la proportionnalisation des obligations et des moyens en considérant la taille des entreprises. Donc effectivement, cette idée, elle n'est pas nouvelle, elle est toujours poussée par le monde patronal et on a quelques affinités avec le principe anglo-saxon du raisonnablement pratique. Bon, voilà, qui n'est pas, loin s'en faut, exemplaire en matière de prévention de la santé au travail. Alors je vous dis tout cela, effectivement, parce que ces actualités me ramènent au cœur de mon propos que je voudrais développer avec vous aujourd'hui. Il me semble important, pour saisir la teneur des enjeux du débat, de revenir à grands traits, selon moi, sur la construction du droit de la protection de la santé mentale au travail en France. Et plus particulièrement, j'aimerais développer mon point de vue sur le rôle des acteurs dans l'évolution de ce droit. Car effectivement, c'est un point de vue qui n'est pas toujours étayé, développé, et ça me semble important dans cette confrontation, je dirais, ce regard croisé des acteurs, de voir comment la norme elle-même est construite et comment elle évolue en raison des acteurs. Certains acteurs. Alors, je me réfère à un travail que nous avons fait d'une manière collective. Marie-Ange Moreau est ici présente et elle a participé à ce long travail. C'est un séminaire qui a duré plus de 2 ans et demi et nous avons confronté des perspectives juridiques, des perspectives psychodynamiques du travail. Donc, nous avons une perspective interdisciplinaire et donc ça va être là-dessus que je vais appuyer mon propos pour mettre en exergue cette évolution du droit et ça va être le premier temps de mon analyse. Dans un deuxième temps, je voudrais vous inviter à une réflexion assez personnelle sur la pertinence du droit de la santé mentale au travail
au regard d'une grande question qui sont, selon moi, sous-jacentes dans l'histoire du droit social, qui est le rapport entre émancipation et justice sociale. On a un ensemble d'acteurs qui ont pris des initiatives qui montrent l'importance de revenir à la question même du travail pour préserver la santé mentale des travailleurs. Et l'idée, c'est de se réapproprier le travail, se réapproprier la qualité comme gage de santé. Et je voudrais voir un petit peu comment le droit, je voudrais m'interroger comment le droit pourrait consolider cet objectif de santé. Alors tout d'abord, première partie, la clinique du travail aux évolutions du droit. Dans l'appréciation que nous faisons de la norme juridique, on regarde le plus souvent son utilité concrète, sa portée, ses limites. Et on ne fait pas toujours cas de la manière dont elle a été construite, des raisons pour lesquelles elle est apparue et pourquoi elle a pu évoluer. Hors du champ de la sociologie ou de l'histoire du droit, la manière dont les acteurs investissent la norme reste trop souvent d'un faible intérêt. Et pourtant, sa connaissance nous apporte beaucoup, à mon sens, car on y découvre une certaine valeur sociale, une valeur sociétale de cette norme. Et donc, c'est précisément le cas du droit de la protection de la santé mentale au travail en France. Sa construction doit beaucoup aux professionnels du droit, parlementaires compris, mais elle doit également à d'autres acteurs du travail qui sont moins sur le devant de la scène. Et c'est ce que nous disait il y a quelque temps un grand juriste, Michel Minet, un ami, le caractère vivant du droit du travail est quelque chose qui relève de la chimie sociale, quelque chose qui il y a certaines conditions particulières pour que le droit social advienne. Et je pense que c'est assez vrai avec la catégorie juridique de harcèlement moral, qui a été la première catégorie juridique en France à appréhender la question de la santé mentale au travail. En effet, c'est à partir d'une loi du 12 janvier 2002, de la modernisation sociale, que le terme santé mentale a été introduit pour la première fois dans l'histoire du Code du travail. Et cette inscription a été le début d'une évolution sociale majeure dans la lutte de la violence psychologique au travail. Elle a permis de sanctionner de nombreux abus, révélant au grand jour des situations inédites d'une particulière cruauté. Alors ce qu'il faut avoir, à mon avis, à l'esprit en avant de cette norme, c'est l'importance des acteurs qui ont permis son élaboration, des militants associatifs, des membres de l'administration du travail, des économistes, des médecins du travail, des psychiatres, tels que Marie-France Irigoyen et Christophe Dejour. Ainsi, ces acteurs ont constitué une véritable amorce, un ensemble de réflexions essentielles qui ont porté sur la souffrance au travail. Et donc, en quelque sorte, la catégorie de harcèlement moral est venue cristalliser cette connaissance, ces progrès de connaissance dans le droit, et pour analyser les rapports complexes entre santé mentale et travail. Toutefois, effectivement, un écueil que l'on a pu faire régulièrement sur cette catégorie de harcèlement moral, c'est qu'elle était, on pourrait dire, insuffisamment représentative des enjeux qui avaient été soulignés, notamment par la psychodynamique du travail. Et on pourrait dire de manière assez schématique que le harcèlement moral réduisait le problème de la souffrance au travail à une relation interindividuelle entre un bourreau et une victime. Et par là, on oubliait l'essentiel qui était les incidences psychiques de l'organisation du travail, donc les incidences, les impacts sur la santé psychique des travailleurs. Et là, effectivement, le droit a dû se saisir d'une autre manière, et on arrive à une seconde catégorie juridique qui est l'obligation de sécurité. Et là, je voudrais vous en dire quelques mots parce que c'est très important dans l'histoire du droit en France, et puis c'est en même temps une catégorie qui est sous attaque actuellement par le monde patronal, et on va voir un petit peu pourquoi, parce que ça a été un grand progrès à mon avis pour les travailleurs. Alors on doit au travail du juge, à son inventivité, donc là c'est un acteur aussi à part entière dans le droit, en particulier au juge de cassation, d'avoir forgé cette catégorie juridique, et celle-ci avait bien évidemment été mise en avant par la doctrine il y a même plus d'un siècle avant,
mais c'est à l'occasion du drame de l'amiante en France que ça a été le point de départ d'une grande construction jurisprudentielle qui a eu pour finalité première de responsabiliser l'employeur. Le juge a été l'artisan, alors je reprends les termes de Pierre Sargos, ancien président de la Chambre sociale, a été une norme autonome de comportement irriguant toutes les phases de la vie au travail. Ça c'est très important, effectivement, on a une grande irrigation dans toute la sphère du travail, et sous le sceau du régime de l'obligation de résultat, c'est-à-dire une sanction très sévère, le juge va donner une consistance à des règles qui étaient dépourvues de force juridique. Là, c'est quelque chose de très important. Effectivement, le juge va se saisir des textes fondamentaux de la santé et de la sécurité au travail, qui nous sont venus principalement de l'Union européenne à la fin des années 80. Et effectivement, tout vient de là. Également aussi, je pense, une partie pour la Belgique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec l'obligation de sécurité de résultat? Un employeur qui vient à manquer à son obligation de prévention des risques professionnels, il verra sa responsabilité mise en cause de manière quasi automatique dès l'apparition d'un dommage. L'idée poursuivie par les juges, il me semble, c'était d'indemniser plus facilement les travailleurs victimes, mais également de pousser l'employeur à promouvoir une logique de prévention dont il aurait tout intérêt à réaliser. Le schéma est bien pensé, avec en vue une effectivité du droit et l'idée de s'appuyer aussi sur les acteurs de terrain, leur travail, et de cette manière, le juge a fortifié une jurisprudence. Il est parvenu à appréhender ce que le harcèlement moral ne pouvait pas, c'est-à-dire les dimensions collectives du travail. Là, c'est quelque chose d'important. Je reviendrai sur un point, sur une jurisprudence particulière qui a fait culminer en fait cette obligation, qui a été le célèbre arrêt Snecma du 5 mars 2008, qui va laisser la possibilité au juge de suspendre une organisation du travail pathogène. Là, c'est quelque chose de formidable. C'est la première fois dans l'histoire du droit du travail qu'on peut raisonnablement limiter les abus du pouvoir de direction. Je pense qu'il faudrait y avoir un certain écho au-delà de la France. C'est une décision très importante, effectivement, et là, elle est emblématique d'une mobilisation collective réussie. On a toute une résistance des travailleurs. Ça a duré à peu près une dizaine d'années, le temps du contentieux. Et bien, effectivement, les travailleurs de la Snecma. Alors, la Snecma, qu'est-ce que c'est? C'est la construction et la conception des moteurs d'avion. Et c'est parti de la centrale, d'une unité productive qui était la centrale énergie. J'avais rencontré des travailleurs qui m'expliquaient comment ça s'était passé. Effectivement, un salarié devait se retrouver, suite à une réorganisation du travail, il devait se retrouver isolé, effectivement. Il avait en charge toute l'alimentation énergétique d'un établissement de 1500 salariés. Et donc, il se retrouvait seul. Et ses collègues ont refusé. Ils se sont mis en grève. Ils ont fait un exercice de solidarité. Et de fil en aiguille, après, il y a eu le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ensuite, un expert est passé. Ensuite, le comité d'établissement. Donc, il y a eu une sorte d'effet boule de neige des acteurs qui se sont emparés. Et puis là, le juge est venu à plusieurs reprises dire, effectivement, il y a quelque chose qui doit être sous le sceau de l'interdiction de prendre des mesures, là je cite l'arrêt, prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Donc c'est quelque chose de fondamental. Il n'y a pas spécialement que la santé, mais quelque part, quand on parle d'isolement, il y a aussi cette santé mentale qui est sous-jacente. Alors cette jurisprudence, j'en parle, je ne vais pas faire toute la jurisprudence, mais c'est un arrêt emblématique, je pense. Cette jurisprudence est toujours d'actualité. En 18 janvier dernier, la Cour d'appel de Versailles rend un arrêt sur une jurisprudence qui interdit à une société un redéploiement généralisé d'outils informatiques de gestion qui étaient attentatoires à la santé mentale des salariés.
Donc on a quelque chose de très intéressant qui permet de réellement protéger les travailleurs. Dans d'autres circonstances, alors après encore plus dramatiques, là on peut voir aussi cette exigence de coopération très importante dans les circonstances dramatiques comme le suicide au travail. Et bien effectivement là le rôle des acteurs est fondamental parce qu'on est face à un vide, on est face à une sidération, et donc là c'est très difficile. Donc dans la recherche que nous avons menée avec les collègues chercheurs dans Clinique du travail, évolution du droit, on a pris 2 analyses de cas qui ont mis en exergue cette importance des acteurs. Donc effectivement, dans la première étude de cas, il était question de harcèlement moral. C'était l'affaire Bûcher-Savagnac. Dans cette affaire, Christophe Dejour avait été désigné par le parquet expert judiciaire et il lui était demandé de reconstituer le chemin causal ayant mené au suicide. Et là, le clinicien était convoqué pour mener une étiologie, une recherche des causes et pour donner aux juristes les clés de compréhension indispensables au travail de caractérisation des faits, elles-mêmes nécessaires à la qualification juridique des faits et au discernement des responsabilités. Donc là, on a une alliance entre le clinicien et le juriste. D'accord, je me dépêche. Ce qui est très importante. Dans une deuxième étude de cas, effectivement, dans l'affaire Touzé de Barros, qui avait été portée par maître Rachel Saada, la catégorie juridique qui était mobilisée, c'était l'obligation de sécurité de résultat. Et là encore, effectivement, on a une coopération des acteurs qui était fondamentale. Bien, qu'est-ce que je voudrais vous dire par là? Effectivement, dans de telles affaires, la dimension de la preuve est essentielle en matière de santé mentale. Et la démonstration est rendue très difficile en présence de faits troublants. Il y a nécessité de prendre en compte la force probante des faits, effectivement, et il faut un réel travail d'investigation approfondi pour parvenir à apporter ces preuves. Et là, il y a une interdisciplinarité qui est très importante entre le droit, les sciences sociales et la psychologie du travail qui pourrait être intéressante. Alors, qu'est-ce que veut nous dire aussi ce besoin de recourir à une extériorité juridique? Eh bien, cela veut dire que les risques psychosociaux, d'une certaine manière, vont travailler le droit de l'intérieur et vont mettre le droit dans une certaine épreuve, une épreuve pour comprendre la complexité des rapports entre santé mentale et travail. Il me reste très peu de temps. J'ai donné généreusement au moins 5 minutes de mon temps. Donc, quelle solidarité! Vas-y. Il faut y aller mollo. Bon, dans ma deuxième partie, donc je vais faire assez vite, excusez-moi, je me suis... Il n'y a pas de souci. Ah, vas-y. Prends le temps. On ne peut pas avoir un burn-out ici. Non, il n'y a pas de souci. Ah, Salima. On avait prévu de faire moins. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous dire dans cette deuxième partie? Un élément essentiel à mon sens, qui est de caractériser cette valeur sociale, cette valeur sociétale du droit. Effectivement, le droit était en mesure de répondre à cette multiplication, cette aggravation des pathologies mentales et psychosomatiques en situation de travail. On a de nouveaux ressorts effectifs, quelque chose qui est très, très important. Et si on pousse un petit peu la réflexion sur le plan philosophique, on a cette question de la dignité au travail qui revient de manière très forte. Et je dirais, peut-être qu'en incluant cette dimension mentale dans le droit, eh bien, on pourra peut-être, je ne sais pas, tourner la page de la conception totalitaire du travail que nous avons connue dans notre histoire, à travers le colonialisme, à travers le nazisme, à travers le stalinisme. Alors, effectivement, c'est une épreuve qui est demandée aussi au droit de résister au néolibéralisme qui nous réduit à des unités, à des êtres employables, adaptables aux besoins du marché. Alain Supiot parlait d'ustensiles. Nous sommes des ustensiles au sens de ce qui est nécessaire aux besoins du marché. Donc, effectivement, face à cette volonté d'emprise et de réification contemporaine, est-ce que le droit nous donne des moyens suffisants pour résister
peut-il contribuer à aller au-delà et embrasser de nouveau les idéaux d'émancipation et de justice sociale pour les travailleurs et les travailleuses. Le droit nous donne effectivement des nouveaux ressorts pour penser la protection, mais est-ce qu'il ne pourrait pas, je dirais, aller plus loin et de donner des éléments pour conforter les actions venant à stabiliser la question même du travail, à rendre possible, je dirais, la manière dont le travail peut être facteur de santé. Donc là, c'est très important d'avoir à l'esprit, en tout cas, que le travail n'est pas seulement synonyme de souffrance, il est aussi synonyme d'agrandissement de soi, d'épanouissement. Et là, effectivement, la question qu'il se pose, ça serait de savoir comment le droit pourrait accompagner ces initiatives pour renforcer la capacité des travailleurs, pour renforcer sur un plan collectif, sur un plan, je dirais, aussi individuel, comment le sujet pourrait reconquérir sa dignité. Voilà, je conclurai par ces mots. Effectivement, on peut considérer que le travail donne un élément de santé, il peut nous donner un facteur d'émancipation, mais il faut effectivement que le droit accompagne ces éléments. Je vous remercie. Je propose, de toute façon, on va se garder une période de questions, donc il y aura lieu à matière et espace pour approfondissement par la suite. C'est toujours très inconfortable pour un président de séance que d'indiquer qu'il reste tant de minutes quand la personne a autant de choses à nous livrer, ce qui est toujours le cas en général. Mais bref, je cède la parole à Yves Dupuis, dont la présentation s'intitule « Quel impact d'une politique concertée par les partenaires sociaux sur le bien-être au travail ?» Donc, on se déplace en Belgique. Donc, même chose, quand il va rester à peu près 5 minutes, je vais vous faire signe, Yves. OK. Alors, je ne sais pas où elle est. Donc, je voudrais commencer quand même par rappeler cette Déclaration universelle des droits de l'homme qui est pour moi extraordinaire et qu'on oublie dans le monde du travail. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison, de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Alors, on est parti. Donc, ça, c'était mon premier préambule. J'avais des notes, mais elles sont mises en dessous, mais c'est pas grave, je vais m'en souvenir. Le deuxième préambule, c'est très difficile pour quelqu'un qui est dans un pays où la concertation sociale est fort avancée et qu'on est occupé à démolir, de pouvoir travailler avec le Conseil Uni-Europa, Uni-Global Union. Vous connaissez probablement ces collègues charmants qui essayent d'unifier tous nos pays mondialement, je ne dirais plus internationalement. Et il est très difficile aussi, et la CES, il est très difficile quand on a beaucoup d'acquis de faire une harmonisation, une unification. Et donc, ce que je vais vous expliquer ici, c'est ce qu'on a, c'est notre trésor, on aimerait bien le garder, mais on n'en est vraiment pas sûr. Et on sait que les nivellements sont toujours par le bas. Alors, la concertation sociale en Belgique, je vais lire aussi, elle s'est lentement mise en place fin du 19e siècle et au vu de son processus, s'est accélérée pendant l'entre-deux-guerres. Il faut toujours avoir une guerre pour partir à zéro. Vous ne l'avez peut-être pas eu ici, pour enfin se codifier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Le postulat de base est alors défini, c'est extraordinaire, la concertation sociale se veut être un ensemble de relations sociales et économiques stables et pacifiques, et un moyen de faire régner la paix sociale pour que l'économie puisse fonctionner et que cette paix sociale repose sur une répartition équitable des richesses produites. C'est un super postulat. Et il existe plusieurs niveaux d'instance dans cette concertation sociale. Le niveau interprofessionnel, qui regroupe l'ensemble des travailleurs salariés dans le domaine privé,
le niveau sectoriel qui regroupe différents secteurs comme celui de la métallurgie, du textile par exemple, et enfin le niveau des entreprises. Il existe également des concertations au niveau régional et au niveau national. Donc vous savez qu'on a 3 communautés, 3 régions et le fédéral. Et nous en sommes à la 6e réforme de l'État. On attend une 7e en mai 2019 aux législatives. Alors les différentes institutions sont au service évidemment de la concertation sociale. Il y a 2 grandes instances. Le Conseil central de l'économie, il a été créé en 1948, il est chargé d'adresser à un ministre ou à un Parlement fédéral d'initiative à la demande de ses autorités des avis ou propositions concernant la politique économique du gouvernement fédéral. Donc tous les partenaires sont représentés au bureau du Conseil central de l'économie, ainsi que dans chaque commission et sous-commission de la Fédération des employeurs de Belgique, de la Fédération générale du travail de Belgique, que je représente, et je n'en suis pas le président, comme c'est indiqué, sinon je vais me faire virer, la Confédération des syndicats chrétiens et des libéraux, les indépendants et le Boerenbond. Alors, le Conseil national du travail est tout aussi important, il a été créé en 1952, il regroupe les représentants du patronat et des syndicats, ça c'est vraiment une bipartite, qui ensemble échangent leurs avis et intérêts, et ils cherchent un terrain d'entente et tentent d'aboutir ou non à des conventions collectives de travail, qui est un accord conclu, ça vous le savez, entre les interlocuteurs sociaux. Actuellement, on en dénombre une centaine. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'interprofessionnel. Donc ça couvre toutes les professions. Alors les commissions paritaires sont des organes, donc on est toujours dans le privé, le public a un statut très particulier. Sont des organes institués sur la base de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Elles sont constituées en nombre égal de représentants d'organisations patronales et représentants d'organisations syndicales, c'est la parité. Elle est instituée par toutes les branches d'activité. Les commissions paritaires ont pour objectif de regrouper les entreprises qui exercent des activités similaires afin de les soumettre à des règlements adaptés aux conditions de travail. Donc ils produisent du droit. Le gouvernement, par arrêté royal, confirme et analyse ces documents équivalents à une loi. La concertation sociale relève traditionnellement du domaine bipartite qui réunit les partenaires sociaux, syndicats et patronat. Il y a aussi une concertation sociale tripartite qui fait intervenir cette fois le gouvernement, consulte l'avis des partenaires sociaux sur des thématiques sociales ou économiques comme les pensions ou les fins de carrière, des sujets dans lesquels le gouvernement souhaite agir et où les syndicats peuvent être consultés. Et j'avais mis un petit commentaire aussi que le non-marchand était une tripartite aussi. On vient, puisque je ne fais que le non-marchand, donc je suis un secrétaire permanent du syndicat des employés techniciens et cadres affilié à la FGTB qui ne fait que du non-marchand. Donc c'est toutes les associations sans but lucratif. Et là on travaille en tripartite aussi évidemment avec les politiques. Je travaille particulièrement à Bruxelles et donc c'est sur la région bruxelloise. Nous avons 8 ministres à Bruxelles. Que nous œuvrons et on a fait un accord des partenaires sociaux en tripartite en juin pour à peu près 11 millions d'euros pour les travailleurs. Alors l'accord interprofessionnel, secteur marchand, c'est pour ça que je parlais du non-marchand, c'est un autre volet de la concertation sociale, c'est une négociation qui a lieu tous les 2 ans. C'est un accord valable pour l'ensemble du secteur privé marchand et qui détermine par exemple l'évolution des salaires, le nombre de jours de congé, la durée du travail, les objectifs de productivité. Une négociation qui se base sur un rapport technique du Conseil central de l'économie, dont j'ai parlé tout à l'heure. Selon les perspectives d'évolution des salaires en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, on fait une moyenne, afin de permettre aux interlocuteurs sociaux de voir quelle est la marge de manœuvre pour l'augmentation des salaires dans les années qui suivent. J'avais mis un commentaire aussi, donc ça ne tient, cette augmentation de salaire, qui est en général 5%, entre 5 et 5,6%, ne tient pas compte de l'indexation des salaires et de l'augmentation barémique liée à l'ancienneté. Parce qu'on ne peut plus avoir de barème à l'âge. Nous suivons toutes les directives européennes, on ne les met pas toujours en application. Alors, une fois l'accord conclu et ratifié par les parties, on obtient alors un cadre global dans lequel les relations collectives de travail peuvent évoluer. Les différents secteurs peuvent alors négocier au sein des commissions paritaires, les institutions de la concertation sociale au niveau des secteurs, des conventions collectives de travail qui pourront être aussi reprises par un arrêté royal et qui auront force de loi pour tout le monde.
le niveau interprofessionnel et sectoriel achevé, on peut alors négocier au niveau de l'entreprise pour avoir des conventions collectives d'entreprise. Alors, cette concertation sociale d'entreprise, elle est destinée à défendre les travailleurs et les travailleuses qui s'organisent via... Alors, il y a 3 distinguos. La délégation syndicale, qui est beaucoup plus libre et qui est, vous le verrez, liée à des statuts de délégation syndicale qui sont paritaires, via les commissions paritaires ou via les entreprises. Alors, il y a le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection au travail, c'est celui qui va nous intéresser le plus, évidemment, le comité de prévention et de protection au travail. Donc, très vite, la délégation syndicale, c'est l'organe représentatif des salariés. Il y a des délégués désignés, élus parmi les travailleurs et les travailleuses de l'entreprise. La délégation syndicale a pour objectif de défendre les intérêts du personnel auprès de l'employeur, tant individuel que collectif. Il est en effet tout à fait possible d'installer une délégation syndicale dans une entreprise sans passer par des élections sociales, je vais en parler. Chaque commission paritaire dont relèvent les entreprises a d'ailleurs prévu un mode d'emploi réglant cette installation. Les élections sociales touchent 1 400 000 travailleurs. Oui, nous sommes à peu près 11 ou 12 millions en Belgique, donc petit pays. Qui dit petit pays dit évidemment aussi plus facile pour trouver des accords. En plus, on est petit, au moins il y a de problèmes. La Chine en a de sérieux, avec 1,4 milliard. Donc, c'est 6 000 entreprises belges. Dans la plupart des secteurs, il faut que l'entreprise compte 50 salariés pour qu'une délégation syndicale puisse être mise sur pied. Par ces élections, les travailleurs sont appelés à voter pour d'autres travailleurs qui sont candidats et se présentent au conseil d'entreprise ou au comité pour la prévention et la protection au travail de leur entreprise. Alors, une entreprise comptant au moins 50 travailleurs ne peut pas refuser d'organiser des élections sociales. Elles ne sont donc pas un processus en continu, c'est tous les 4 ans. Elles sont organisées donc tous les 4 ans. La loi ne permet pas à la direction de juger de l'opportunité de tenir des élections sociales ou pas, ni de tenter de les postposer. Il doit le faire. Et donc, dans les 4 ans qui viennent, même s'il ne l'a pas fait, on peut être obligé de le faire. La loi rend l'employeur responsable de l'organisation des élections sociales. Dès que l'entreprise occupe 50 travailleurs, l'employeur est rendu responsable, qu'il le veuille ou non, de l'organisation des élections sociales, du début jusqu'à la fin. Oui, je crois savoir où tu interviens après. Le conseil d'entreprise... Tu m'arrêtes, hein? Je pense qu'on fait un duo, donc il faut que je me dépêche. Hein. Le conseil d'entreprise est un organe de consultation entre l'employeur et le personnel. Cet organe doit être institué dans toute entreprise et secteur privé qui occupe 100 travailleurs ou travailleuses. Le conseil d'entreprise a pour mission d'élaborer et modifier le règlement de travail en vigueur dans l'entreprise, de donner des avis et de formuler des suggestions sur le fonctionnement de l'entreprise et vérifier le respect des législations qui protègent le personnel. Et j'ai oublié d'indiquer aussi qu'il y a tout l'aspect financier qui est assez extraordinaire. Tous les ans, on a le droit d'avoir l'entièreté des comptes avec des réviseurs d'entreprise et une analyse des comptes annuels, avec budget et bilan social, donc compte de résultats, bilan et bilan social. Le comité pour la prévention et la protection au travail a pour mission d'améliorer le bien-être du personnel dans les entreprises. Il émet des avis et formule des propositions sur la politique du bien-être du personnel lors de l'exécution de leur travail. Il doit évidemment se prononcer sur le plan global de prévention, le plan annuel d'action établi par l'employeur. Toutes les entreprises qui occupent habituellement au moins 50 salariés doivent créer un comité de prévention et de protection au travail. Alors un petit mot quand même sur des taux de syndicalisation qui sont très disparates d'un pays à l'autre. De l'Europe, ça va de 80 à 8% des travailleurs avec un total européen, une moyenne de 23%. Alors en tête, ce sont évidemment les pays nordiques, hein, c'est les plus petits en nombre d'habitants, hein, pas de surface. Ou comme en Belgique, les allocations de chômage, je suppose que vous le savez, sont payées par le syndicat, sauf en Norvège, ce qui nous aide évidemment à augmenter nos taux de syndicalisation. Puisque la syndicalisation fait partie quasiment de l'emploi. Au contraire, dans beaucoup de pays d'Europe centrale et de l'Est, le climat est plus hostile à cette syndicalisation, probablement le vestige des syndicats de l'époque soviétique. Ça va revenir. Partout, les taux de syndicalisation est plus fort dans le public que dans le privé, plus fort aussi pour les salariés temps plein que ceux à temps partiel, parce qu'à temps partiel, évidemment, il y a une cotisation à payer et elle devient de plus en plus chère.
Mais en général, le taux, et on ne vit que de ça, bien sûr, mais en général, le taux est en recul. Enfin, je vous le dis qu'il n'y a pas de caisse noire. Je ne sais pas s'il y a des patrons. Donc, ce taux en général est en recul depuis quelques années dans la plupart des pays. Il y a 6 pays européens qui ont connu un essor du nombre de syndiqués, mais aussi des emplois en augmentation plus importante, ce qui fait que leur taux baisse. Seule l'Italie connaît une augmentation de son taux. La question de mise à jour du syndicalisme avec l'évolution du monde du travail, le durcissement des cultures d'entreprise à la mondialisation et la financiarisation, l'évolution du nombre d'emplois des grandes entreprises vers de petites, d'impact de la crise sur des taux de chômage. Telles sont quelques-unes de ces principales questions qui se posent au syndicalisme pour redéfinir demain ses positionnements. Et donc ça, c'était l'évolution du syndicalisme en Europe. Et dans l'OCDE, donc vous voyez que l'Islande, donc les dernières dates connues, donc 2008, oui, elles ne sont pas égales, hein, 2008, 2011, 2013, 2010. Donc l'Islande, c'est quasi 80%, puis on vient en Belgique avec 50% de toute syndicalisation. Le Canada est à 27%, donc c'est quand même pas mal. Et la France, alors que c'est dans la constitution, le syndicalisme, hein, tandis que nous pas, c'est 7,9%, mais c'est un grand pays. Beaucoup de gens. C'est toujours moi. Ah bon. Donc voilà. Donc ça c'est le dialogue social avec l'organisation syndicale et l'organisation patronale. Vous verrez qu'il y a le CNT, donc le Conseil national du travail. Il faut y rajouter le Conseil central de l'économie. Donc c'est vraiment bipartite avec des organisations patronales, les confédérations, FEB, fédérations sectorielles et employeurs, avec des consultations qui reviennent aux organisations patronales, des informations qui retournent aux employeurs. De la même manière, les organisations syndicales sont organisées, donc il y a 3 grands syndicats, la CEC, la FGTB, la CGSLB, qui reviennent vers leur centrale professionnelle et vers les travailleurs, avec une consultation et une information qui rentrent. Et alors, il y a des avis qui sont demandés au Conseil national du travail, qui reviennent dans les commissions paritaires, qui vont dans les entreprises, où il y a des conseils d'entreprise, CPPTD, ces consultations directes. Alors, à titre d'exemple, face à la montée de la violence au travail avec ses déclinaisons morales, psychologiques, sociales, physiques et sexuelles, les partenaires sociaux européens se sont saisis de la question. Donc, on rappelle la directive cadre de l'Europe avec les partenaires sociaux qui ont, sur le harcèlement et la violence au travail. Je vous en parlais tout à l'heure, en 2000, nous l'avons mise en œuvre. Le champ d'application cohabite avec la législation nationale complémentaire dans certains cas, ou comme une référence en la matière. Alors la législation, c'est toujours moi? Là, normalement, j'embrayais, mais voilà. tout est bien. Je te laisse. Ça n'empêche pas de l'applaudir. Hein. Bien, mais donc merci pour ce tableau qui permet alors vraiment de pointer un cadre tout à fait précis qui est celui de la législation sur le bien-être au travail dans un tableau général où, comme Yves vous l'a parfaitement expliqué, tout se tient, tout est négocié, tout est concerté et donc la moindre évolution fait l'objet d'avis du Conseil national du travail, etc. Et donc la législation sur le bien-être au travail, qui repose sur la loi au départ du 4 août 1996, découle de la directive européenne dont Nicolas nous a suffisamment parlé tantôt, directive de 1989 qui a mis l'accent sur la prévention des facteurs de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs. Donc avec cette loi de 1996, l'ancien comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail est devenu le comité pour la prévention et la protection au travail, et l'ancien règlement général pour la protection au travail est devenu un texte beaucoup plus cohérent et qui a été ensuite complété par toute une série d'arrêtés royaux. Et c'est le 28 avril en fait 2017, à l'occasion de la journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail, que le Code sur le bien-être au travail a été promulgué. Donc c'est à ce moment-là, c'est un seul et même document qui reprend l'ensemble des arrêtés royaux dont je vous ai parlé et qui comporte en réalité 10 livres. Alors, dans le tableau que Yves vous a dressé tantôt, et dans un secteur particulier, puisque, comme Yves l'a dit, il a dressé un tableau tout à fait général de l'ensemble de la concertation sociale pour l'ensemble de la Belgique, on va alors se concentrer sur un point au milieu de la Belgique, donc Bruxelles, vous voyez, certainement. Donc au milieu de la Belgique, il y a un truc un peu au milieu de la région flamande et un peu plus éloigné de la région wallonne.
c'est Bruxelles. Et sur Bruxelles, un secteur particulier qui est celui du secteur non marchand. Je détaillerai après exactement de quoi il s'agit. Mais donc sur ce secteur non marchand, il y a un constat qui est fait par les partenaires sociaux, pour qu'on s'entende bien sur les termes, les partenaires sociaux, comme le terme paritaire, les partenaires sociaux, c'est patronat et syndicats du secteur. Ils sont ici dans la salle, puisque vous avez Yves, qui est représentant du banc syndical de l'organisation dont je vais parler, et vous avez Pierre qui est là-bas, qui est le représentant patronal du même secteur dans cette même organisation. Et quand on parle d'une organisation paritaire, comme je vous en ai parlé, ça veut dire que le conseil d'administration de cette association est composé, dans le cas d'espèce, de 15 représentants du banc syndical et de 15 représentants du banc patronal, et qu'ils se réunissent comme n'importe quel conseil d'administration, sans toucher des jetons de présence, environ tous les mois et demi ou tous les 2 mois, pour gérer, je dirais, la vie courante de l'association. J'en suis le coordinateur, et Farida, qui a eu la gentillesse de préparer toute cette présentation, et m'a laissé vraiment le plaisir de vous la dictée oralement aujourd'hui, est aussi dans cette structure d'une dizaine de travailleurs, complétée par une autre structure paritaire à côté, mais je passe. Donc les partenaires sociaux, dans le cadre d'une négociation qui concerne les accords du non-marchand, donc nous avons régulièrement, Yves en a parlé tantôt, tous les 6 ans, tous les 7 ans, ça dépend un peu de la stabilité politique de notre pays, qui, comme vous savez, de temps en temps est un peu compliqué pour constituer un gouvernement, il faut parfois 500 jours, donc la stabilité politique n'est pas gagnée d'avance. Alors pour le moment, nous avons la chance d'avoir un gouvernement de droite très stable et très constant, même si ça complique un peu le jeu de la concertation sociale. Hein. Mais donc, les partenaires sociaux ont fait à un moment donné le constat de ce qu'il y avait sur les institutions du secteur, on parle bien des institutions du secteur non marchand, une méconnaissance de la loi sur le bien-être au travail et une difficulté par conséquent évidemment dans sa mise en application. Les partenaires sociaux ont cherché une solution et on fait à ce moment-là une recherche, c'est comme ça qu'on fait en général, on fait une recherche pour dire un peu on a un problème, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et ils ont été plus vite que la recherche n'était pas vraiment terminée quand ils ont mis en place une structure dont je vais vous parler et qu'ils ont créé l'association bruxelloise pour le bien-être au travail et dénommée autrement la BET, ABBET. La BET est donc un organisme paritaire bruxellois, je vous en ai parlé sur son fonctionnement. Ses missions en général, c'est informer et sensibiliser au bien-être au travail, participer à des actions thématiques des fonds sociaux paritaires. Ça, c'est une autre particularité de la concertation sociale belge, c'est que depuis maintenant plus de 20 ans, les différents gouvernements ont confié à des fonds sociaux la mission de diminuer la pénibilité des métiers dans le secteur non marchand. Alors il y a 3 manières de diminuer la pénibilité des métiers dans le secteur non marchand. C'est mettre des gens en plus, donc financer des emplois supplémentaires. Chez nous, dans notre jargon, c'est les emplois Maribel. Donc, ce sont des emplois qui sont financés par une part des cotisations sociales. Et pour vous montrer le côté subtil de la démarche, vraiment, et je suis tous les jours admiratif devant la manière dont ce genre de choses fonctionne, c'est-à-dire que les partenaires sociaux, donc vous les avez devant vous, se réunissent dans le cas d'espèce dans des fonds sociaux à peu près tous les mois. Et tous les mois, on fait le bilan des moyens disponibles et en fonction de ces moyens disponibles, on attribue des emplois. Et ce sont les partenaires sociaux qui définissent des critères et qui disent, eh bien, dans le secteur de l'hébergement, par exemple, des personnes handicapées, une des priorités aujourd'hui, c'est éventuellement les déments agressifs, âgés. Eh bien, on va attribuer des emplois supplémentaires aux institutions qui ont ce type de problématique prise en charge, parce que pour le moment, c'est vraiment un secteur qui a besoin d'un soutien. Donc, ça, première manière. La deuxième manière, c'est la formation. C'est évident que plus on évolue et plus on se forme, mieux on se sent dans son métier, dans sa carrière, etc. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer ça. Et la troisième manière, c'est les fins de carrière. Donc, la possibilité en fin de carrière de diminuer son temps de travail. On a ce qu'on appelle, Farida est responsable de ce type de fonds, elle en a parlé il y a 4 ans, je vois que tu as une mémoire incroyable. Et donc ce sont des possibilités notamment de plan tandem, donc la personne en fin de carrière diminue son temps de travail, il y a un jeune qui est engagé à la place, etc. Donc il s'agit vraiment très concrètement sur le terrain d'aller voir les attentes et les besoins et d'aider à la mise en place concrète d'une politique de bien-être au travail.
voilà les secteurs concernés par la COCOF, Commission communautaire commune francophone. Bon, ça c'est le paysage institutionnel bruxellois. Mais vous voyez ici les 5 secteurs qui sont concernés. Au-dessus, la commission paritaire 319, la commission paritaire 332, etc. Mais donc on est dans le secteur, comme je dis tantôt, de la prise en charge des personnes handicapées, dans de l'ambulatoire en social et en santé, des services d'aide à domicile, des OISP, donc l'intégration au niveau du travail, et des entreprises de travail adapté, qui sont donc les entreprises qui permettent à des personnes handicapées de travailler. Donc, vous voyez le nombre de travailleurs qui sont concernés par ces structures et des enjeux en tant que tels. Alors, ce qu'on entend par risques psychosociaux, et c'est utile par rapport à la discussion qu'on a eue tantôt, c'est la probabilité qu'un ou plusieurs travailleurs subissent un dommage psychique qui peut également s'accompagner d'un dommage physique suite à l'exposition à des composantes qui peuvent être soit, et ça peut être cumulatif évidemment, l'organisation du travail, le contenu du travail, les conditions de travail, les conditions de vie au travail et les relations interpersonnelles au travail, sur lesquelles l'employeur, dans le cas d'espèce, peut avoir un impact et qui comporte objectivement un danger. Ça, c'est la définition générale qui situe le cadre d'intervention de la bête. Alors, on va travailler, ici vous avez un schéma presque exhaustif, puisque vous connaissez tous la problématique des enquêtes qu'on appelle déparistes. Donc c'est une méthodologie d'enquête qui permet sur les risques au travail, dans le cadre d'une intervention dans une institution, à partir d'un questionnaire qui est prêt à l'avance, de définir un peu quelles sont les questions qui doivent être examinées. Et on en trouve 5 types. Vous avez les conditions de vie au travail, donc ça va jusque quel type de locaux on a, et je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais en tout cas, sur Bruxelles, vous avez de nombreuses institutions où la situation, ne fût qu'en termes de locaux, est surréaliste, puisque au départ, on avait 2 pièces, et puis il a fallu ajouter un 3e ou un 5e travailleur. Alors il y avait un petit escalier en bois qui descendait vers un petit local en bas qui, au départ, était un côte où on mettait les balais pour nettoyer, etc. On a enlevé les balais, on les a descendus plus bas, on a mis un travailleur là, et puis on a continué parce qu'il fallait encore ajouter un travailleur. On est revenu en dessous avec un plancher qui tient à peu près ensemble, mais non, c'est comme ça, la réalité. Et c'était la sortie de secours. Voilà, c'était la sortie de secours qu'on a supprimée, évidemment. Donc ça, qu'est-ce qu'on fait avec une sortie de secours? Bon. Mais donc c'est ça la réalité. Sur le bruit, enfin c'est évidemment très rigolo. C'est vrai que nous travaillons. Je t'entendais te plaindre des conditions de travail dans une université à Montréal. Enfin, je vous laisse imaginer le travail terrain dans ce type d'institution. Pierre, je pense que tu pourrais en témoigner. Tu n'es pas dans la pire des institutions. Mais enfin, le projet Lama a été construit comme ça, dans un bâtiment qu'on a acheté, puis on a acheté celui à côté, on a percé les murs, et puis on a fait un truc derrière, etc., etc. C'est comme ça. Le bruit, les ambiances thermiques, le matériel, les positions de travail, la sécurité, la protection de la santé, l'hygiène et l'environnement. Ensuite, on a tout un volet sur les conditions de travail, les paramètres qui influencent l'exécution du travail, le type d'horaire, possibilité d'aménagement du temps de travail, type de contrat, rémunération et autres avantages, évaluation du travail, possibilité de formation, équilibre vie privée et professionnelle, l'organisation du travail, l'organigramme, le plan de faux, etc., les relations interpersonnelles, la qualité des relations, etc. Je vous laisse lire en même temps, et bien sûr le contenu du travail. Donc l'idée c'est que les équipes qui travaillent dans la structure de la bête ont comme méthodologie, là je vais détailler un petit peu plus, à partir de l'enquête d'Eparis, l'intervention se fait à la demande d'une direction. Donc, tout ceci est l'objet d'un équilibre très subtil dans des négociations, comme je vous l'ai dit, entre les 2 bancs et dans le cadre d'un accord non marchand. Donc il a été convenu que cette intervention se fait uniquement à la demande de la direction. Ça ne veut pas dire que le banc syndical ne peut pas insister pour qu'il y ait une intervention, mais officiellement et formellement, la demande doit venir de la direction. Ensuite, il y a une rencontre entre l'équipe, qui est toujours une équipe de 2 personnes, de la bête et de la direction. On prend contact pour connaître un peu les informations sur le type d'institution que c'est, parce qu'évidemment, on ne fait pas une démarche comparable dans une ETA, entreprise travail adapté de 400 travailleurs, ou dans une petite institution de santé mentale de première ligne, etc.
On présente la méthode et on fait ensuite des déterminations de groupe parce que quand on est dans une institution de 100 personnes, par exemple, on fait des groupes selon la profession ou justement pas selon la profession des travailleurs. Donc tout ça est organisé de commun accord au départ. Et ensuite, il y a, et ça peut paraître un peu perturbant au départ, la liste des paristes, c'est vraiment les deux collaborateurs viennent avec un questionnaire type qui est prêt à l'avance et sur lequel on pose un certain nombre de questions et où les travailleurs donnent un certain nombre de réponses. On demande d'ailleurs, ça fait toujours un peu rigoler, on demande aux travailleurs s'ils sont contents de leur salaire. Donc ça fait partie du questionnaire des paristes dans un secteur comme celui de la santé mentale notamment. Évidemment, les salaires ne sont certainement pas comparables à un certain nombre d'activités dans le secteur marchand, donc ça soulève toujours un peu de sourire de ce côté-là. Une fois que ce travail a été fait, et ce travail soulève aussi toute une série de questions au niveau des risques psychosociaux, une fois que ce travail a été fait complètement, il y a un gros travail par les deux collaborateurs de mise en commun d'un rapport. Donc il y a un rapport qui est établi et qui est communiqué, voire expliqué, voire débattu avec la direction. Normalement, ça peut s'arrêter là. Enfin, non, normalement, non, l'expression n'est pas bonne. Ça pourrait s'arrêter là. Bon. Évidemment, ce n'est pas le but. Le but, évidemment, c'est que ce travail qui a été fait à l'égard de l'élection soit ensuite concerté et soit discuté, soit avec la délégation syndicale, et là, ton exposé est une fois de plus très utile, soit avec les organes de concertation internes. Bon. Ça n'est pas toujours le cas, et c'est là qu'on se pose encore beaucoup de questions sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est vrai que, ça je vais en parler après, c'est vrai qu'on a un cas tout récemment, une situation tout récemment quand même très problématique, où tout le travail avait été fait en amont, de collaborateurs dans une petite structure d'accompagnement à la réinsertion au travail. Tout un travail avait été fait, travail qui avait fait l'objet d'un rapport remis à la direction, et pour dire les choses très simplement, la direction s'assied sur le rapport, pointe à la ligne. Tous ces éléments sont sortis parce que, de manière assez dramatique, il y a maintenant 1 mois et demi, 2 mois, il y a eu un suicide d'un délégué dans l'institution, suicide qui a évidemment alarmé l'ensemble des structures de la maison et a alarmé vraiment fortement les 2 collaborateurs de mon équipe qui avaient fait le travail chez eux, qui évidemment tout de suite, dès qu'ils ont appris cette situation, ont plongé sur leur rapport pour un peu relire leurs notes et voir ce qu'ils avaient dit. Le rapport était extrêmement alarmant, montrait et révélait toute une série de dysfonctionnements profonds interpersonnels. On était dans une structure compliquée parce qu'avec un management politique, entre guillemets, vous connaissez ça au Canada, en France aussi, qui quelque part était à 1 mois des élections, pas sociales, mais des élections municipales. Donc ce n'était pas le moment de sortir les trucs en dessous. Donc le rapport était resté dans le tiroir. Bon. Il se fait que la structure a pris conscience à ce moment-là, mais beaucoup trop tard évidemment, de ce qui s'était passé et a commencé par licencier, simplifier, renouveler le conseil d'administration, etc., mais beaucoup trop tard. Ça a amené la bête, et c'est parfait, ça a amené la bête effectivement dans une grosse réflexion, puisque le mode de fonctionnement de la bête à ce jour, et j'y tiens très fort comme coordinateur de la structure, c'est que les responsables qui font le travail sur le terrain sont bien sûr informés de l'institution où ils vont travailler, le conseil d'administration, jamais. Donc jamais le conseil d'administration de la bête, donc les partenaires sociaux n'ont une liste des institutions dans lesquelles on a été. Jamais ils n'ont connaissance d'une difficulté particulière qu'on aurait eue dans le travail. Ils sont là pour assurer la cohérence du projet et pas pour intervenir. On s'est posé la question à cette occasion-là, et le débat n'est pas réglé, de savoir s'il ne faudrait pas à un moment donné avoir une espèce de sonnette d'alarme supplémentaire qui permettrait, dans une situation où on voit que manifestement on a mis le rapport sur une chaise et on s'est assis dessus, on l'a mis dans un tiroir, qu'il y aurait un clignotant qui permettrait de dire attention, attention. C'est très dangereux évidemment, je suis loin d'être favorable à ce genre de clignotant, parce qu'évidemment, l'enquête des paris suppose une collaboration, une confiance entre l'institution et l'équipe de responsables qui font ce travail sur le terrain, et le risque est énorme
qu'à un moment donné, la collaboration, que le travail ne commence même pas, parce qu'évidemment, ce serait tout de suite révéler un certain nombre d'éléments. Donc, on verra, le conseil d'administration, on a débattu une première fois, les choses étaient loin d'être claires, mais c'est un des débats intéressants dans ce genre de situation. Dans un paysage, effectivement, où cet élément de confidentialité, pour moi, est extrêmement important, où il existe bien sûr d'autres types de possibilités d'intervention. On en a parlé dans le petit débat qu'on a eu ce matin, et Yves l'a un peu expliqué, puisqu'il y a un service externe de prévention. Donc dans le schéma belge, vous avez, en dehors de cette structure qui a été créée, et elle a été créée particulièrement parce que les services de prévention externe, qui sont des services privés, donc des services entre guillemets marchands, ne comprennent absolument rien aux structures non marchandes, de plus sont extrêmement chers et ont une fonctionnalité, je dirais, extrêmement réduite par rapport à ça. Et donc la bête a été créée vraiment pour occuper cette partie du terrain et pour permettre à ces structures non marchandes d'avoir un dispositif comparable à disposition. On est aujourd'hui, mais ce sont vraiment des premiers chiffres que je peux livrer comme ça dans une étude qui comprend plus de 50 slides de ce type-là. On a fait un choix avec Farida dans la préparation pour vous donner au moins un élément. Ça montre simplement ceci que quand vous n'avez, c'est la première colonne, il n'y a pas eu d'enquête de risque qui a été faite antérieurement, où il y a une enquête de risque, débat risque qui a été faite, mais ce n'est pas la bête qui l'a faite, c'est un service de prévention externe qui l'a fait, ou une enquête de risque a été faite, mais par la bête. On voit, et je trouve que c'est vraiment intéressant, sur l'application de la loi. L'enquête parle de la connaissance de la loi et de l'application. Ici, on est un stade plus loin, c'est l'application de la loi. On voit que les pourcentages sont quand même très positifs, que ce soit, je dirais, sans la bête ou avec la bête au niveau de l'intervention. C'est quand même assez significatif. Évidemment, l'enquête de risque est une des meilleures manières, a priori, de faire connaître la loi sur le bien-être au travail. Voilà, je pense que j'ai terminé l'essentiel de ce que je voulais vous dire, et je pense qu'après, c'est toi qui reprends la parole. Écoutez, quelques notes, points de contact assez transversaux par rapport à la première partie qui traitait toute la question de l'intervention, de la prévention, de la prévention des risques psychosociaux au travail au Québec, puis on a le pendant avec la France et la Belgique. Et après, je laisserai la place aux questions parce que j'aimerais notamment permettre aux gens du Québec de réagir par rapport au niveau de concertation et de coordination entre les acteurs qui est présent en Europe, qui est très loin de ce qu'on connaît chez nous. D'une part, vous l'avez bien vu de par les exposés qui nous ont été présentés, le niveau de reconnaissance des risques psychosociaux comme maladie professionnelle est très, très... Chez nous, comme je le disais, il y a un renversement du fardeau de la preuve qui s'applique, donc il incombe au travailleur de prouver que c'est son travail qui le rend malade. Alors, on est quand même dans des univers sur un plan juridique institutionnel complètement différents avec le cas de la France et de la Belgique, malgré les écueils et les difficultés qui ont été présentées, on l'a bien senti dans vos exposés respectifs. Ce qui est interpellant aussi, je vous dirais, dans une perspective québécoise, nord-américaine, c'est évidemment le niveau de prise en charge de ces RPS, selon qu'ils soient plus ou moins individuels ou collectifs. On est à l'autre extrême, je vous dirais, de l'axe. Vous êtes beaucoup plus, évidemment, dans une logique beaucoup plus collective et collectivisante, avec un niveau de coordination entre les acteurs qui est beaucoup plus élevé que chez nous. On faisait référence tout à l'heure dans les présentations qui ont été mise en plan par les acteurs du Québec, difficultés ressenties par rapport aux travailleurs, aux membres qui sont syndiqués d'intervenir syndicalement sur le plan de la prévention, de la postvention, même de l'intervention des RPS, difficultés perçues par rapport aux employeurs, certainement, mais même au sein des structures syndicales. On est ici face en tout cas, certainement en Belgique, vous avez un taux de syndicalisation qui est encore plus fort que chez nous, mais chez nous, la variante qui est à considérer, oui, on a un taux de syndicalisation qui est à 39,4% au Québec, mais la présence est aussi, pour l'essentiel, assurée dans le secteur public, donc on est quand même dans un secteur privé qui est beaucoup moins syndiqué, et où le niveau de coordination entre les acteurs, nonobstant le taux élevé de syndicalisation, n'est certainement pas à l'image de ce que vous avez chez vous. De la même manière, le niveau de concertation, on
ne peut pas prétendre non plus qu'on est face à qu'on évolue dans un univers qui est différent. Néanmoins, la plus-value de travailler ces questions-là sur une base transnationale et de permettre des croisements sur le plan des réflexions quant à la prévention et à la postvention au milieu de travail. Je le mentionnais tout à l'heure d'entrée de jeu pour les gens qui se sont peut-être joints à nous un peu plus tard. C'est que sur un plan, je vous dirais sur le plan de la littérature scientifique qui se pose notamment sur le renouveau syndical, on fait face à un néant. Il n'y a pas beaucoup qui a été écrit sur la question du renouveau syndical par rapport à la prise en charge des risques psychosociaux au travail. Encore moins en matière de prévention et de postvention, et ça s'applique aussi pour le cas européen. Nonobstant les suicides qu'il y a eu à France Télécom, il est quand même très interpellant que la communauté scientifique, les chercheurs ne se soient pas penchés sur ces questions-là, alors qu'au Québec, c'est le tiers des réclamations pour invalidité long terme qui ont pour fond, toile de fond, les questions d'épuisement professionnel, dépression au travail, etc. Donc, les chiffres sont aussi alarmants au niveau de l'Union européenne. Donc, on est face à une montée en force de ces risques, peu traités sur un plan scientifique, notamment sur un plan relations de travail, relations industrielles, et face à une exigence des acteurs en présence et des acteurs qui font partie d'une même communauté de travail, en l'occurrence le milieu de travail en lui-même, on les emmène à collaborer davantage entre eux. Maintenant, ce que vous avez dépeint, ça semble la Cadillac de la concertation. C'est là où il faut démanteler les clichés, je pense, parce que vous faites certainement face à des écueils, des défis, vous aussi, mais je pense qu'il y a tout intérêt à croiser les regards pour éventuellement développer des outils qui permettraient aux acteurs, justement, suivant les points de contact entre les réflexions qui sont développées entre nous tous par rapport à ces questions-là, quelles sont les véritables capacités d'agir dans des univers juridiques institutionnels différents. Et je pense qu'on a tout à gagner de développer un pot commun de réflexion. Je pense que la problématique, elle est à ce point multifactorielle et transversale que c'est ce pourquoi j'ai bâti une équipe de recherche qui est encore en cours, mais qui se veut fondamentalement transdisciplinaire, interdisciplinaire, parce qu'on ne peut pas prétendre appréhender cette question-là uniquement par la voie du droit, par la voie de la sociologie ou autre. Ça nous prend des experts dans tous les domaines. Donc, c'est un peu la mise en bouche que je souhaitais dresser avant de vous céder la parole. Mademoiselle, je vais faire appel à vos valeureux services pour le micro. Je pense que c'est important, on a 15 minutes, de bien tirer profit de cette période de 15 minutes pour permettre aux gens vous pouvez livrer des commentaires, des questions, votre ressenti par rapport à ce que vous avez entendu. Vous présenter d'abord, puis je vais vous demander d'utiliser le micro pour des fins de captation des échanges, s'il vous plaît. Juste un petit mot, Oui, ce que tu as dit. Effectivement, le propos est bien dans le cadre de la démarche de recherche, de voir, tout le monde est bien d'accord qu'effectivement, l'axe essentiel, c'est de voir comment on peut sortir ou remonter de l'individuel vers le collectif. Tout à fait. Et la question qui se pose vraiment dans cet axe-là, comme tu l'as très bien dit, c'est de voir si les procédés ou procédures qui sont mises en place là et là ou pas mises en place font qu'on progresse sur cette vraie question-là. Est-ce que, par exemple, avec la bête, on remonte davantage d'éléments de l'individuel vers le collectif et vers la prise en charge de la prévention véritable et pas de la postvention quand le problème est arrivé? C'est pas joué d'avance. C'est pas joué d'avance. Si je peux me permettre de compléter, Nicolas Chéniaud-Delage, qui est tout à côté de moi, a écrit sa thèse de doctorat sur la question de la servitude volontaire, donc les gens qui seraient au fait du traité qui avait été produit à l'époque par Étienne de la Boétie. Donc, il fait le rapprochement entre l'esclavage, si je peux me permettre de grands raccourcis analytiques, tu m'en excuseras pour les fins de concision, et l'état des lieux, la manière dont on travaille à l'heure actuelle et les méfaits que ça pose. Donc, effectivement, collectiviser la prise en charge de la prévention, de l'intervention, de la postvention des risques psychosociaux au travail, met en plan implicitement l'obligation, je pourrais peut-être laisser dépasser mon jupon idéologique, l'obligation morale qu'on a tous en tant que société d'agir sur la cause, la source du mal. Et en l'occurrence, c'est le travail. Donc, à l'heure actuelle, au Québec, on intervient, Mario et Paul, quand vous êtes intervenus pour ce qui est des Postes Canada, on intervient quand le travailleur est tombé au combat. Et c'est le cas dans plusieurs cas de figure. Marc et Louise, vous en avez fait mention. Je pense que c'est le cas aussi avec la vague de suicides qu'il y a eu en France, en Belgique, des cas d'épuisement professionnel dont on a parlé quand on a organisé des journées thématiques à la FTQ plus tôt en juin cette année. Mais on intervient de manière tertiaire. Maintenant, effectivement, collectiviser, c'est nonobstant le niveau de concertation et le niveau de coordination entre les acteurs,
Où doit-on braquer le regard pour faire en sorte que les milieux de travail soient davantage sains et pour faire écho à ta présentation, que l'évolution par la suite du droit vienne récupérer la chimie sociale qui s'opère dans les milieux de travail. Et la chimie, elle est pathologique en ce moment. Il y a des malaises profonds. Les gens sont malades. Donc, le droit doit se saisir aussi, comme pour être de son temps, de ce qui se vit dans les milieux de travail, pour ne pas être en décalage. Je vous laisse intervenir. Pardon. Franck Haas, Université de Nantes. Je suis juriste. Merci pour les interventions très intéressantes et très complémentaires sur l'importance du rôle des acteurs, sur l'importance aussi, il y avait ça sous-jacent dans vos différentes interventions, j'ai trouvé des questions d'organisation du travail, l'impact des organisations de travail sur les problématiques de santé au travail. Puis j'étais en tant que juriste très soulagé, heureux, satisfait d'entendre Nicolas parler de la valeur sociale du droit, parce qu'à une époque, à un moment où le droit, et notamment le droit du travail, est fortement critiqué, contesté, mis en question, etc., qu'il y ait d'autres que certains juristes à se satisfaire de cette idée-là, ça fait toujours plaisir. Alors ma question, c'est une question-remarque qui s'adresse à vous trois, parce que dans cette pluralité d'acteurs différents, on a parlé du juge, représentants patronaux, syndicaux, etc. Il y a un acteur, il me semble, et peut-être que je n'ai pas été tout le temps attentif, qui n'a pas été cité, le médecin du travail. Je voulais vous entendre là-dessus parce que je sais que c'est pas forcément un oubli, enfin pour la situation française, la situation belge, je sais pas. Moi, je fais partie de ces gens qui sont assez pessimistes sur l'avenir de la médecine du travail. Moi, je parle toujours de médecin du travail. Je suis attaché à la dénomination et je voulais vous entendre là-dessus sur cet oubli volontaire, involontaire, conscient, inconscient. Je sais pas. Voilà. Question, commentaire. On va prendre quelques questions pour ensuite permettre aux gens de réagir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, ça tu en parles. Merci, c'est pour nos collègues belges, puisque en France, on a la même source qui est la directive communautaire. Effectivement, ce qui permet quand même de créer les alertes, justement, avant les catastrophes, c'est ce qui est le document unique qui a été créé en France, c'est-à-dire l'obligation dans les entreprises de faire une évaluation des risques, qui à l'heure actuelle est le lieu, évidemment, de conflits et de mobilisation quand il y a des représentants pour se mobiliser, bien évidemment, et quand il y a un médecin du travail pour appuyer cette construction du document unique, c'est-à-dire arriver dans une entreprise à évaluer les risques. Or là, si vous voulez, on touche directement l'organisation du travail. Et évidemment, il y a des réticences au niveau patronal extrêmement importantes pour reconnaître, par exemple, le stress sur les plateformes numériques, les centres d'appel. Je fais les liens avec les autres ateliers qu'il y avait aujourd'hui, où on a des situations, évidemment, qui ont été en augmentation considérable sur le stress et les problèmes de santé mentale. Donc, l'évaluation des risques dans l'entreprise, c'est l'outil, on va dire, de base d'un système qui pourra permettre après de faire lancer des alertes. Si on n'a pas évalué le risque, s'il n'y a pas une acceptation dans l'entreprise qu'il y a un risque créé par l'organisation du travail, évidemment, on n'arrive à rien. Donc, ma question est, peut-être, comment ça se passe en Belgique? Est-ce qu'il y a autant de conflits sur l'évaluation des risques que ce que l'on a en France? Puisque c'est vraiment un lieu où, d'ailleurs, qui pendant très longtemps a été complètement laissé de côté. Quand il y a un drame, justement, là, on se rend compte qu'il faut évaluer les risques de façon concrète. Et puis, après, d'une organisation à une autre, il y a des mécanismes qui se mettent en place. Donc, ma question, elle est, vous, comment vous arrivez à gérer cette question de l'évaluation des risques? Est-ce qu'il y aurait une autre question? Bonjour, Gilles Desrosiers pour la PTS. On représente des professionnels et des techniciens dans le milieu de la santé. La question de Madame m'intéresse beaucoup parce que lorsque on aborde des projets d'organisation du travail, et j'ai de la misère à nommer les lignes de ce monde, une des problématiques qu'on a, c'est que quand c'est appliqué dans une optique d'optimiser, d'aller couper, de mesurer le travail de nos professionnels.
Et lorsqu'on essaie de lever ou de dénoncer les risques psychosociaux, on se fait dire que c'est de la résistance au changement, puis c'est l'individu qui n'est pas capable de s'adapter. Fait que je suis vraiment intéressante de voir comment c'est perçu de vos côtés lorsque vous faites ces évaluations-là en France ou en Belgique. Merci. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on permette aux gens de réagir? Diane Gagné, dans la continuité de la première partie avec la vôtre, nous, on a vu que les délégués sociaux agissent directement à la source, finalement, à l'entreprise, parce qu'on n'a pas ces espaces nationaux, en tout cas, où on les a moins. Puis ceux qui existent, bien, ça concerne surtout la formation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui emmène ça plus bas, plus près du travailleur, ou c'est ces entités-là qui les font chez vous? Je comprends qu'au niveau régional, national ou même sectoriel, vous êtes très avancé, mais au niveau du travailleur sur le plancher, ça se passe comment? Il y a d'autres questions? On peut permettre aux gens de réagir. Je pense que vous pouvez... Allez-y selon... Je commence. Ouais, je commence. Alors, si j'ai bien compris votre question, c'est par rapport à la... Donc, il y a une obligation de formation au niveau fédéral. Donc, on a par exemple, tous les employeurs ont une obligation à former leur personnel pour 1,9% de la masse salariale. On a traduit ça avec la dernière loi Peters en nombre d'équivalents temps plein. Donc ça, c'est une obligation légale. Et par exemple, dans les hôpitaux, il y a des formations continues. Dans les maisons de repos et de soins, il y a des obligations de formation continuée aussi. Des travailleurs qui peuvent être paritaires, qui peuvent être... Donc, on a fait un accord non marchand, par exemple, pour 7500 travailleurs en commission communautaire française, où on a donné 1% de la masse salariale pour une formation. Donc, ça se fait à tous les niveaux. Je reviens au fédéral. Pourquoi le 1,9% a été transformé par une loi Peters en équivalent temps plein? Mais parce que, évidemment, les employeurs, c'est via l'ONSS, l'Office national de sécurité sociale, n'utilisent pas cette formation et ne la font pas nécessairement. Et donc, les délégués syndicaux doivent être là pour dire il faut faire la formation, etc. C'est pas parce qu'on donne de l'argent que l'employeur va le prendre pour former. Hein. Donc, ça, c'est l'application, on en parle, il faut tout le temps gendarmer. Et donc, par rapport à ce que vous posiez comme question aussi sur la problématique de cette application sur le terrain, c'est pas parce qu'on a des... Je vais dire ça autrement, je le disais hier à Nicolas, le sport favori de la droite, c'est de prendre des lois qui sont déjà bien établies et complexes, de les vider de leur substance, et de les complexifier en même temps. Et donc, elles ne servent plus à rien, mais ils disent, on n'a rien retiré, elles sont toujours là. Et donc, quand on rentre dans la complexité, c'est aussi difficile. On a beaucoup d'outils, mais il faut pouvoir les employer. Et donc, par exemple, ce qu'on a fait au sein de la BET, on a fait une bobette. Alors, qu'est-ce qu'une bobette? C'est une boîte à outils pour le bien-être au travail, avec tous les ustensiles de base à utiliser pour un délégué de base. Ça marche. On a fait le jeu de loi. Vous connaissez tous le jeu de loi, mais LOI. Donc, qu'est-ce que la loi? Ça, c'était pour les patrons, pour jouer avec eux, parce qu'ils ne connaissaient pas la loi. Donc, voilà, c'est ce qu'on a fait pour le personnel. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose là-dessus. Et alors, pour compléter aussi sur le plancher, donc et là je répondrai en partie à votre question, donc l'enquête des Paris, sans être un truc qu'il faut sanctifier, dans lequel il faut se baisser tous les matins pour féliciter celui qui a créé ce truc-là, l'enquête des Paris, c'est l'avantage d'avoir une méthodologie, d'avoir un contenu, mais évidemment, et là je reviens plus à votre question. Et de faire le lien avec l'organisation du travail. Voilà, tout à fait, oui, donc c'est dedans, hein, clairement c'est dedans. Absolument. Alors après, moi je ne suis pas chercheur, donc je suis un modeste praticien, je fais des recherches dans une autre période de ma vie, mais donc ici moi je peux juste vous dire que dans les secteurs dans lesquels nous sommes présents, et nous intervenons, ben, ça remue bien sûr toutes les questions de l'institution. Alors heureusement, la chance qu'on a, c'est que le non-marchand, il est très habitué à ce genre de choses. Et la remise en question de son métier, ne fût-ce que par rapport à la réalité du terrain, elle fait partie du métier du non-marchand.
on ne traite pas la toxicomanie, enfin Pierre pourra en parler mieux que moi, on ne traite pas les questions de toxicomanie aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ans ou il y a 25 ans. Donc la remise en cause de la manière même dont on gère son travail, elle est en permanence remise en cause. Et donc le fait de venir avec des éléments de remise en cause supplémentaires de cette méthodologie, etc., fait partie de... Alors, et là je reviens à votre question, c'est clair que néanmoins, malgré tout ce que je dis, dans des services comme ceux que vous décrivez, d'aide à domicile, etc., il y a de plus en plus des enjeux de rationalité, ne fût-ce que pour les enjeux de remboursement. Farida connaît ça mieux que moi, elle pourrait mieux en parler. Elle a fait une recherche sur la concurrence déloyale dans le secteur, les pays de l'Est chez nous, etc., etc. Et on se rend compte que l'enjeu n'est pas ça, mais qu'il y a toute une série d'autres enjeux. Donc c'est vrai que ça ne donne pas, a priori, de solution à ces questions-là. Ça, c'est clair. Ça met sur papier un certain nombre de questions, ça met sur papier les interrogations des travailleurs, ça met sur... Et donc, à partir de là, et là on en revient vraiment à ton exposé, Nicolas, ça accentue terriblement la responsabilité de l'employeur. Parce que c'est clair qu'il y a une loi qui dit qu'il faut faire une enquête de risque, et une fois que l'enquête de risque elle est là, ben, il faut évidemment pas tout régler en 8 jours, mais il faut continuer à montrer qu'on a, à partir d'un tableau qui a été décrit, pris un certain nombre de décisions, voire amené un certain nombre de concertations, de discussions, etc., pour évoluer sur un certain nombre de choses. Complètement. Et peut-être permettre à Nicolas de revenir. Et puis je vais répondre peut-être aussi aux deux, parce que je n'ai pas répondu aux deux. Je dis juste un truc. Ouais, je pense qu'on l'a bien entendu. S'il y a une action, s'il y a quelque chose en termes de dynamique qui peut prévenir le pire du côté des risques psychosociaux, ce qui peut prévenir, c'est de recréer de la solidarité. Et de la solidarité, c'est de la reconnaissance de quelque chose qui est commun. Et l'analyse qu'on effectue dans nos institutions, c'est ce qu'elle crée, puisqu'elle le fait dans un cadre qui est collectif. On rassemble les mêmes métiers ou les mêmes fonctions, mais on ne le fait pas de manière individuelle. Enfin, moi, je l'ai vécu dans mon association. On est quand même 50 travailleurs, et qui est une association qui travaille de manière pluridisciplinaire, donc qui a un métier qui partage déjà énormément. Mais l'impact d'avoir passé cette analyse en termes de reconnaissance mutuelle des risques, de se sentir plus seul par rapport à quelque chose qui pèse, est énorme. Déjà, au-delà même de ce qui doit être mis en œuvre après le constat des risques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais je pense que c'est ça le moteur. Et quand je vous entends, vous faites presque un métier de consultation individuelle, alors que, comme vous l'avez indiqué, votre métier, c'est beaucoup plus de nourrir le collectif. Mais je crois que vous ne pourrez pas passer par autre chose que de la reconnaissance et de l'empathie individuelle pour recréer du collectif qui sera la meilleure manière de prévenir tous les risques. Voilà. Yves, puis ensuite Nicolas. Oui, je voulais juste répondre aussi parce que vous n'avez pas eu... j'ai donné, en formant une question tout à l'heure à l'atelier précédent, l'explication d'un comité de prévention et de protection au travail. Donc, à partir de 50 travailleurs, donc, il y a un comité de prévention et de protection au travail. Quand il n'y en a pas, la délégation syndicale, s'il y en a une, peut reprendre toutes les prérogatives du comité de prévention et de protection au travail. Alors, ils sont évidemment paritairement représentés, les délégués syndicaux élus aux élections sociales tous les 4 ans, etc. Et donc, il y a 2 invités permanents qui ne peuvent pas voter à ce comité de prévention. On les appelle tous conseillers en prévention maintenant, y compris le médecin du travail, y compris le conseiller interne, externe, enfin c'est tout de... Bon, enfin bref, ben, pourquoi pas. Et donc, il y a 2 invités permanents, c'est le médecin du travail, à ce comité de prévention et de protection qui peut être appelé n'importe quand, donc qui fait partie d'un service externe en prévention, et l'ancien chef de sécurité qu'on appelle un conseiller en prévention de sécurité qui est en interne, puisqu'il y a le service dans toutes les entreprises, un service interne en prévention et protection qui est obligatoire. Et puis il y a le service externe payant, qui est plus cher pour toutes les entreprises du marchand et du non-marchand, auquel on peut faire appel aussi. Et donc en dessous de 20 travailleurs, c'est l'employeur qui doit faire office de chef de sécurité. Au-dessus de 20, il peut nommer un chef de sécurité, il doit lui donner un certain temps. Il y a une procédure de récusation, parce qu'on en parlait tout à l'heure pour les délégués. Donc c'est un travailleur évidemment qui est au service de l'employeur et qui doit être neutre. C'est le secrétaire du comité de prévention et de protection. Et donc les médecins du travail, pour répondre à votre question,
En 2014, il y a eu pour les services externes une révision générale de tous leurs tarifs qui a été vraiment restreinte. On les a mis en compétition parce qu'on veut supprimer ça. On a toujours demandé syndicalement de passer par un fonds, mais ce sont des ASBL, des associations sans but lucratif. Et donc cette problématique médicale est un peu plus difficile, mais on la maintient actuellement, donc elle ne bouge pas. Et par rapport au risque de l'entreprise, le CPPT peut demander à n'importe quel instant une analyse de risque à un service externe en prévention que l'employeur doit payer. Évidemment, il s'y oppose. Oui, il s'y oppose souvent. Et alors, les services externes, quand ils viennent, si l'entreprise est en crise, ils vont dire « Oula, on attend que ça s'arrête », et puis ils reviendront après. Et donc, ce n'est pas simple. Voilà. S'il vous plaît, juste pour que Nicolas puisse réagir. Merci, Nicolas. Pas de souci. Non, c'est vrai que ça serait un grand colloque sur la médecine du travail qui serait vraiment intéressant. Là, on est face à une disparition programmée, à mon avis, de l'institution. C'est ça qui est vraiment le plus terrible. Et je pense que vous êtes aussi très au courant de toutes les attaques du monde patronal par rapport à la médecine du travail, où il y a une traduction quasi permanente de nombreux médecins du travail devant le Conseil de l'ordre des médecins pour avoir témoigné, certifié, témoigner de ce qui se passe sur le plan du harcèlement moral, du harcèlement sexuel, et on a des condamnations quasi systématiques qui peuvent aller jusqu'à 3 mois d'interdiction d'exercice, voire 6 mois. On est face à quand même une conflictualité assez importante, alors que la médecine du travail, c'est un élément d'extériorité essentiel dans l'entreprise, c'est un rôle formidable. Effectivement, c'est à se demander effectivement si, voilà, dans la réforme qui est prévue, ça va se diluer dans cette instance régionale. On va remplacer par des infirmiers, etc. Alors, des choses aussi importantes, il faut grossir un peu les rangs, mais non, il y a une disparition programmée et c'est vraiment très regrettable. Il y a même la disparition programmée du document unique qui est prévu. Là, c'est encore pire, je trouve. On va parler d'un plan de prévention. Voilà. Ça me fait dire que, voilà, je voudrais juste terminer par ce mot, en guise de provocation. Oui, souffrir au travail n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. Bien sûr. On fait le choix politique de faire souffrir les gens. Le mot de la fin, parce qu'on est à 6 minutes. Sûrement pas le mot de la fin, mais pour revenir à ce que vous avez dit, je partage le pessimisme il me reste encore 4 minutes. On terminait à moins 10, mais on a commencé un peu plus tard. Pas de souci. Pour que les gens puissent avoir une pause. Donc sur le médecin du travail, on a un épisode très préoccupant au niveau belge sur la problématique de la réintégration au travail. Donc la ministre a considéré qu'il fallait reprendre ce problème à bras-le-corps et gérer le nombre inconsidéré de maladies de longue durée. Et le médecin du travail était censé jouer un rôle essentiel. Et dans le texte, il joue un rôle absolument essentiel entre un triangle, le médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil de la mutuelle. Et dans la pratique, par défaut de moyens, par 25 raisons, etc., c'est le médecin conseil qui décide et les 2 autres médecins sont vraiment mis au placard et n'ont aucune intervention au stade actuel. Donc, si je peux me permettre de conclure, on pouvait penser a priori que les capacités d'intervention des acteurs du terrain chez vous étaient beaucoup plus grandes que les nôtres. On est à se demander si, comme on a beaucoup moins que vous, il y a plus de possibilités d'innover ou d'expérimenter de façon institutionnelle pour reprendre la problématique du D'où il faut croiser. C'est ça, d'où l'intérêt de croiser nos réflexions, de voir qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, justement, pour peut-être améliorer le mieux-être au travail. Je vous remercie infiniment d'avoir été aussi nombreux. Je vous souhaite une bonne pause. Je pense qu'on peut vous donner une bonne main d'applaudissement. Merci beaucoup.